D'accord. Bah, écoutez, déjà, je vous remercie beaucoup de prendre un petit peu de temps pour moi en cette période. J'imagine que c'est un petit peu compliqué, vous devez avoir une charge de travail assez importante. Ça va, on gère. D'accord, très bien. Bah, écoutez, du coup, je vous explique rapidement en quoi consiste exactement ma thèse, pour que vous voyez un petit peu sur quel sujet je pars. Donc, en gros, c'est sur les cessions d'entreprise, sur toutes les entreprises, par contre, hors CAE, c'est-à-dire avec les petites TPE et PME, avec des chiffres d'affaires inférieurs à 5 millions d'euros. Mon tuteur étant Monsieur Goua, c'est lui qui m'a donné vos coordonnées parce qu'il m'a dit que vous étiez spécialisé sur ce domaine et que vous, justement, vous gériez les sessions d'entreprise pour les entreprises du CAE. Qui m'a dit que vous auriez peut-être des clés à me donner, les pistes. Je sais pas si j'ai des clés, en tout cas je répondrai à vos questions volontiers, oui. D'accord, bah écoutez, déjà c'est très gentil. Du coup, est-ce que vous avez été consulté ou approché par la direction pour voir un petit peu quels mécanismes nous pouvons mettre en place pour mieux accompagner nos clients dans la session ou pas du tout? Alors, le sujet des petites sessions est une bouteille à l'encre monstrueuse. D'accord. Alors, j'ai 63 ans, donc je vais vous parler avec 40 ans d'expérience professionnelle sur le sujet. D'accord. Globalement, personne ne veut s'occuper des petits dossiers parce que ça rapporte rien, que c'est une somme d'emmerdement majeure et que on a souvent affaire à des situations familiales qui peuvent être un peu compliquées, etc., avec des bilans qui sont pas forcément très clairs. Enfin bon, bref. Donc alors, l'organisation de ce marché-là, c'est systématiquement la même chose. Il y a des gens qui commencent à travailler sur ces dossiers, puis une fois qu'ils sont un peu aguerris, ils vont sur une autre catégorie, donc parce que ça permet d'avoir des plus grosses commissions, donc des plus gros bonus. Il faut être très clair sur le sujet, et que c'est beaucoup plus facile de céder Mitsubishi à Volkswagen parce que vous êtes dans des procédures très encadrées avec il y a d'autres problématiques, mais globalement, c'est plus un dossier gros, oui. Ça ramène plus de PNB en gros. Donc non, c'est pas que ça. Bon, évidemment, ça ramène plus de PNB, mais globalement, si vous voulez, vous avez des comptes lisibles, vous avez des comptes approuvés, vous avez des gens qui sont des vrais pros, etc. Quand vous avez une petite boîte qui vaut 2 ou 3 millions, en général, c'est l'affaire d'une vie, c'est assez complexe, il y a des éléments, et les acheteurs, soit on se trouve avec une société qui a une vraie spécialité, donc on va aller voir les vrais spécialistes du secteur et voir s'ils veulent acheter une part de marché. Mais très souvent, ça peut être aussi un cadre qui arrive à mobiliser un peu d'argent avec un fonds pas bon. Bref, ce sont en fait des dossiers que personne ne veut regarder. Donc le dispositif qui est retenu à l'intérieur du Crédit Agricole, c'est le suivant, c'est qu'il y a une base de données qui s'appelle Iris. D'accord, oui, j'allais vous poser la question après. Donc Iris. Mais bon, nous on a eu des rapports. Alors moi je suis arrivé dans la caisse après quelques années chez Caissib, et donc il y a eu des rapports compliqués, disons, entre la caisse et les gens qui animent Iris, qui est Givia. Et globalement c'est un marché qui est une base de données informatique sur lequel on voit qu'il y a tel et tel dossier qui sont à vendre. Et puis nous on peut avoir des gens qui sont intéressés, mais globalement et puis où on peut avoir des gens qui eux veulent vendre leur boîte. Nous on veut pas prendre un mandat parce que globalement moi si un mandat me rapporte pas 2 à 300 000 euros, j'ai aucun intérêt à le regarder. D'accord, ouais, donc vous c'est vraiment... c'est un mandat de cession, c'est énormément de travail et donc c'est pas les petits sujets, ça fait fantasmer tout le monde en disant et particulièrement les gens qui connaissent pas le métier, parce que le métier des fusions-acquisitions n'est pas du tout un métier de distribution de produits. Pas du tout. On vend pas de la SICAV à de la mémé. On vend une relation qui est très longue, qui peut exister pour les petites sociétés, mais globalement, donc c'est un peu et donc les gens se disent on va se voir un PNB d'enfer parce qu'il y a plein de petites sociétés, il y a toujours tout le monde a la même statistique en disant il y a 150 000 personnes qui vont partir et donc il y a un marché colossal, machin, etc. Sauf que c'est souvent traité soit par les experts comptables, soit c'est un marché qui a, si vous voulez, à la différence du marché des fusions-acquisitions classiques pour une boîte qui vaut à partir de 25-30 millions, si vous voulez, de valeur d'entreprise, c'est un marché qui est traité de façon
incroyablement variés et sur lesquels les banques, enfin, moi j'ai travaillé 10 ans au Crédit Agricole, enfin, je suis au Crédit Agricole depuis 82, d'abord au Crédit Lyonnais, et puis ensuite au Crédit Cassib, et puis ici maintenant, donc c'est près de 20 ans que j'y suis. J'étais 10 ans à la Générale et 10 ans chez Paribas, et le problème des petits dossiers est toujours un problème sur lequel tout le monde glose, et les gens qui font des fusions-acquisitions, quand on leur en parle, sont toujours dans une expectative en disant ou baissent la tête en lançant passe à l'orage parce qu'ils ont entendu le discours 10 fois, mais qui absolument pas envie de traiter ce type de dossier, quoi. Parce que c'est autant de travail. Un petit dossier, c'est autant de travail qu'un gros, avec beaucoup moins de chances de le sortir et beaucoup plus de d'embêtement en gros. C'est beaucoup plus complexe au niveau de parce que je vois ce que vous voulez dire, monsieur Alès. Je sais pas si ça répond à votre question, mais globalement, quand on me dit le réseau m'interroge en disant il y a telle ou telle boîte, on essaye de trouver des solutions chaque fois en les mettant soit sur Iris, mais c'est compliqué compte tenu du contexte relationnel un peu dégradé entre la direction générale et les gens d'IDIA. Parce on peut leur dire allez voir votre expert comptable, soit essayer de voir si on peut trouver parce qu'il y a aussi un sujet quand on est une banque, et que les gens vont dire est-ce que vous pouvez vendre ma société, donc très bien, sous réserve il faut financer l'acheteur. Et donc quand on est banque commerciale comme nous, et donc c'est toujours un peu un problème parce que les gens disent oui moi les centres d'affaires peuvent vous dire moi je suis très content que tu vendes la boîte, mais il est hors de question de financer l'acheteur. Et donc donc c'est un peu compliqué, quoi. D'accord, parce qu'en fait vous acceptez par exemple de vendre la boîte, d'accompagner le client, mais de financer l'acheteur, c'est pas forcément. Enfin, si vous voulez, l'acheteur va vous dire tiens, vous voulez pas me financer alors que vous me vendez la boîte et que vous me dites que c'est parce que la différence entre, si vous voulez, le CAE qui a une vision commerciale et qui a une vision risque sur les boîtes, et moi qui suis là exclusivement pour faire de la com, c'est pas du tout la même. D'accord, effectivement. Moi, le risque, je m'en fous. Si vous voulez, c'est aux experts de la partie d'en face d'avoir une vision claire du degré de risque et de l'intégrer dans le prix. Mais moi, je prête jamais d'argent. D'accord. Même dans les opérations de syndication ce qui est d'ailleurs maintenant l'essentiel de notre activité, on n'a pas d'avis sur le risque. Nous, on est là pour exécuter une prestation qui est je le disais en sens anglais, mais une prestation qui est de dérouler un process. D'accord, oui, je comprends un petit peu votre point de vue. Du coup, moi j'ai juste une petite question pour connaître un petit peu le contexte du CAE. Vous faites combien de sessions à peu près en moyenne par an? Alors, c'est une session en moyenne par an? D'accord. Ouais. Ça, c'est pas énorme. C'est quoi le montant moyen à peu près? On a fait une session à 10, une session à 30 et une session à 40. D'accord, ok. Mais ça existe depuis 3 ans, et puis si vous voulez, c'est souvent des dossiers de direction générale, parce que les CAE, il y a un turnover, il y a différents facteurs qui font que les grands patrons, ceux qui font 40-50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ceux qui sont des grands patrons chez nous, discutent plutôt avec la direction générale. Et les deux gros dossiers, il y a le plus gros dossier que j'ai eu, c'était un dossier clairement de direction générale. Ouais. D'accord, ok. D'accord, parce que... Il voulait parler qu'au chef, donc c'est Guillaume, j'ai été avec Guillaume Rousseau, et après j'ai fait mes affaires, Guillaume Rousseau est venu qu'une fois, mais globalement, c'est très intuitu personnel à la caisse. On n'a pas une démarche commerciale systématique comme peuvent l'avoir des gens comme Transaction R de chez Rothschild, ou comme d'autres banques un peu spécialisées sur les PME. Enfin, ils descendent pas à ce niveau-là de granularité du marché, mais globalement, oui, on n'a pas du tout. Si vous voulez, d'abord, je ne prends que des mandats de vente, parce que les mandats d'achat, c'est encore plus compliqué, parce que souvent les cibles sont très précises. Alors, soit c'est d'une cible, je vais acheter la société du pont qui est à Épinal et qui est dans la zone industrielle, machin, donc on voit s'il y a une situation, il n'y a pas de situation. Donc
ça, on peut effectivement aider. Mais D'accord. si c'est pour acheter une menuiserie dans Europe de l'Est parce que les ressources de bois sont moins chères, c'est un exemple que j'ai vécu, et donc il veut trouver une boîte qui vaut pas plus de 10 millions en Slovaquie, moi je suis pas équipé pour trouver ça. Parce que ça nécessite un travail de documentation qui est extrêmement lourd. D'accord, ouais. Voilà. D'accord. Alors à la rigueur, si le client il veut acheter l'entreprise, il la trouve lui-même et il se débrouille tout seul en gros. Bah, il se débrouille pas tout seul, mais globalement très souvent pour les tout petits dossiers en général, il y a les gens se connaissent, etc. Moi, ce que je me recommande très souvent, c'est simplement un avocat qui va mettre les choses en ordre donc je connais un ou deux très bons avocats, pas trop chers, qui sont pas dans des gros cabinets et qui sont capables de rédiger les protocoles de cession d'une part et d'autre part la garantie de passif. D'accord, ouais, effectivement. D'accord, effectivement. C'est vrai que là, il faut être accompagné par un avocat sur ce type de... Systématique, oui, ça c'est systématique. Moi, c'est souvent un conseil que je donne. J'essaye, compte tenu du fait que moi, je suis en appui des CAE, ou voire du réseau d'ailleurs, de proximité, de systématiquement d'avoir une approche, si vous voulez, une approche législative en gros. Non, pas législative, une approche commerciale, c'est-à-dire aider les gens qui veulent avoir un donc on va pouvoir essayer de leur dire on peut leur donner une liste de gens, on peut faire un certain nombre de choses, mais globalement c'est en dessous de 10 millions d'euros, c'est très compliqué à céder une boîte. D'accord, ouais. Et donc c'est plutôt un marché très local avec c'est un marché très local qui est vraiment maîtrisé, je pense, plus par les experts comptables que par nous, quoi. D'accord, ouais, parce que eux, ils ont un portefeuille de clients assez large, donc ils savent à peu près qui est dans le même domaine. C'est ça. Et puis mais c'est vrai que c'est le petit mandat, enfin le petit dossier et la bouteille à l'encre depuis que je travaille. Donc, Monsieur Goua m'avait dit la même chose en fait. Il m'avait dit que ça fait limite des dizaines d'années qu'il se penche sur le sujet, mais personne n'arrive à trouver une vraie solution pour accompagner, quoi. Après, en même temps, une des solutions c'est Iris, mais globalement, je suis pas sûr que ça fonctionne du feu de Dieu. Pour être franc avec vous, en fait, j'ai même interrogé des conseillers pro et des conseillers du BAE. Il y en a certains qui connaissent même pas l'outil Iris. Donc c'est vrai que si jamais... Non, mais il y avait aussi une interdiction formelle de Christophe Griffard de travailler avec IDIA, donc c'est aussi compliqué. Donc, moi j'ai essayé de rétablir les liens, et puis un peu péniblement, et puis la fille d'Iris, qui est entre nous pas très fiable, a eu une attitude qui a pas du tout plu à Christophe, et qui a piqué une rogne. Je passe les détails techniques, et donc voilà quoi. On évite, moi j'évite de travailler avec Iris, mais on n'a pas tant de mandats de vente que ça. Je veux dire, moi j'en ai eu 3. Là cette année, j'en ai fini un l'année dernière, qui était le plus gros qu'on ait pu faire. Je sais Pierre. En fait, je connais avec moi Schema, j'ai Pierre-Adrien Auger. Ah d'accord, ok, bon. Donc il m'en avait parlé de celle-là. Apparemment, c'était un gros coup. Ça c'était un très gros coup, mais globalement, si vous voulez, si on veut faire d'abord il faut avoir si on veut faire ces choses de façon systématique, il faut avoir d'abord des gens spécialisés, parce que moi j'ai un peu passé l'âge de faire du pitch, et donc voir toutes les boîtes et leur dire la métier du fusion-acquisition, c'est un métier commercial assez lourd dans lequel vous allez voir telle ou telle grosse boîte et vous leur dites voilà, j'ai telle idée pour vous, pour votre stratégie de croissance externe, et donc il y a une discussion qui s'engage, vous arrivez avec des idées sans arrêt, donc vous arrivez avec un pitch de 40, 50, 60, 80 pages, donc voilà. Alors ça c'est la part des banques, et puis vous avez des acteurs comme Rothschild ou Lazare, où les gens, il y a un coup de téléphone qui est passé par un associé gérant du style David de Rothschild ou je sais pas qui chez Lazare, cher ami, etc. Et vous vous rendez compte, monsieur David de Rothschild m'a appelé moi-même, et donc le mandat arrive tout seul, et donc là, et après c'est qu'un process de traitement de mandat qui est... moi j'ai deux anciens juniors qui sont partis chez Lazare, et je leur dis, mais en termes techniques, c'est pas mieux qu'au Crédit Agricole. Ouais, c'est juste le nom qui fait que c'est plus simple. Comme ils ont un commercial, et des gens très capables, mais ils ont un commercial qui dégage, quoi. Voilà. D'accord, non mais effectivement c'est vrai que Rothschild, rien que le nom à mon avis, ça incite les clients à aller vers eux, je suis d'accord avec vous.
Du coup, moi, j'ai juste une petite question sur comment est-ce que vous ciblez les gens qui cèdent leur entreprise? C'est eux qui viennent vous voir ou vous faites un ciblage, par exemple, vous regardez quelqu'un qui a 65 ans, qui est proche de la retraite et vous commencez à lui en Non, parler? parce que globalement, ça c'est le truc le pire, parce qu'on est sûr de planter. D'accord. Globalement, le ciblage, ma démarche commerciale, c'est moi j'arrive en fin de process. Ce que je vous disais, moi je ne travaille que sur le travail des autres. D'accord. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont développé une activité depuis très longtemps, D'accord. une relation plutôt commerciale, donc soit les patrons de CAE, soit etc., D'accord. et qui vont avoir une bonne relation de confiance. Il faut vraiment une bonne relation de confiance avec le chef d'entreprise. D'accord. Et donc eux vont pouvoir aborder la question, et à ce moment-là, où il me faut intervenir pour essayer de... Mais globalement, il faut d'abord qu'il y ait une relation de confiance, D'accord. parce que ça, c'est la spécificité du Crédit Agricole, enfin la spécificité d'un certain nombre de banques, mais c'est qu'on est aussi une banque qui traite les flux, qui traite toutes les opérations. On est une banque généraliste, on n'est pas une banque spécialisée. D'accord. Donc en fait, il y a un ensemble de relations qui se met en place, et là, à un moment donné, on repère que la personne est en train de réfléchir. Alors, il y a mille et une façons de réfléchir à ce problème. Est-ce que je vends à l'extérieur? Est-ce que je vends, etc. Mais si on arrive, une fois que la personne a décidé de vendre, c'est forcément trop tard. D'accord, Donc, ouais. il faut accompagner la personne dans son process. Donc, et ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, ça peut être assez long. C'est ce que je me disais aussi. Je pensais que c'était forcément sur la relation commerciale au fur et à mesure des années. Absolument, voilà. Et donc là, il y a... donc il faut... mais la plupart, si vous voulez, des gens qui sont des commerciaux sont pas très à l'aise avec ce type de questions, parce que c'est un peu dire à papy, attendez, et quand on a plus de 60 ans, bah on pousse dehors, quoi, en gros, et donc ça fait jamais très plaisir. Donc il faut véritablement être très très en amont du process, et très parce qu'on est, enfin, si vous voulez, quand Rothschild appelle quelqu'un, d'abord il va pas appeler une petite boîte, donc il va appeler quelqu'un qui a l'habitude de ce type de démarche. D'accord. Et donc c'est autre chose que d'avoir une famille qui a développé son petit business et qui a une relation particulière avec son banquier, et donc le banquier va sentir à un moment donné qu'il y a une situation et va me faire intervenir. À partir du moment où j'interviens, donc moi je présente mon pitch en disant bah voilà les pistes de réflexion qui sont les nôtres, Oui. Voilà les valorisations qui sont les nôtres, et bon, maintenant si vous voulez avancer, on peut avancer ensemble, voilà. D'accord. Et du coup, alors ma question suivante. Donc j'ai pas une prospection, pour être vrai, Ouais. je n'ai pas une prospection systématique en disant j'arrive avec mon produit, parce que c'est vous avez 60 ans, je veux vendre votre boîte, il dit mais écoutez, vous êtes un con et je fais ce que je veux, et voilà. Ouais. Donc, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est du cas par cas en gros, c'est vraiment. C'est vraiment du cas par cas. C'est une fois de plus, c'est dans une relation de confiance sur le long terme qu'on peut arriver à ça, compte tenu de notre position. Une fois de plus, dans le marché des fusions-acquisitions, chez les Goldman Sachs et autres. Je sais, j'ai un ami à moi qui travaille à Londres, je crois que c'est Evercore le nom de son entreprise. Ouais, je connais pas. Et donc, enfin bon. Si vous voulez, ces grandes banques d'affaires, elles ont une approche un peu systématique et vont voir, par exemple, parce qu'ils ont des équipes spécialisées. Donc, ils repèrent toutes les boîtes de l'agroalimentaire et ils vont aller voir tous les mecs de l'agroalimentaire en disant quels sont vos besoins, est-ce qu'on peut revenir dans 3 semaines, 1 mois pour vous préparer un pitch. Donc, dans ces boîtes-là, si vous voulez, vous avez des gens spécialisés sur, je sais pas, je pense notamment à Danone, vous avez 2 ou 3 personnes qui sont exclusivement là pour faire les opérations de croissance externe et les opérations de cession. D'accord. Et donc à partir de là, ces mecs connaissent tous les banquiers de la place spécialisés, il y en a une quinzaine à peu près dans l'agroalimentaire, et dès qu'il y a une problématique, dire oh, tiens, il faudrait qu'on se voit, ou bon, et à ce moment-là, la personne arrive avec son pitch et déroule son pitch, donc sa présentation en disant bon bah pour ta filiale machin, voilà ce que je pense, ou si tu veux développer dans tel secteur, voilà comment il faut. Mais ça, c'est des équipes spécialisés qui travaillent 15 heures par jour. D'accord. Alors le problème ici, pour avoir des gens spécialisés qui travaillent 15 heures par jour... c'est compliqué, ouais, j'imagine.
Non, mais c'est-à-dire qu'il faut les payer 150 000 euros par an. Ouais. Et donc ça rentre pas du tout dans les critères de la caisse. Donc, Ouais, donc effectivement, c'est la limite un petit peu qu'on a. donc après, on fait avec ce qu'on a, c'est pas si mal. Mais globalement, si vous voulez, c'est une autre. Si on fait. C'est un Moi, autre niveau. je peux faire. Je suis le petit tailleur, si vous voulez, local, qui travaille très bien, qui sont très contents, ils sont très bien habillés quand je m'en occupe. Mais je peux pas être Hugo Boss ou Dior pour les femmes, si vous voulez, sur le prêt-à-porter très très haut de gamme que sont Rothschild ou Lazare, quoi. D'accord, ouais. Sur mesure, moi je fais du sur-mesure pour les petits, donc effectivement faut que et puis j'ai un marché qui est limité à 3 départements. D'accord, oui, donc forcément ça limite la cible déjà de. Ça limite la cible, hein. Donc j'ai 5 CAE qui sont plus ou moins qui ont plein de choses à vendre. Et les fusions-acquisitions, c'est pas le produit qu'ils vont développer d'abord, quoi. Si la personne leur parle du sujet, ils vont me sortir éventuellement ou sortir quelqu'un de l'équipe pour faire bonne impression, mais bon, qu'on fasse ou qu'on fasse pas, voilà. Donc c'est ça le sujet. D'accord. Donc j'ai pas d'approche, si vous voulez, commerciale systématique. Ouais. Mon approche commerciale systématique, elle est auprès des CAE, auprès des patrons de DS, en disant j'existe, si vous avez une problématique, je suis là. Alors ce qu'on fait, c'est des revues de portefeuille. D'accord. Pour l'instant, les revues de portefeuille, elles ont donné rien. Hein. Donc, D'accord. Et en fait, du coup, aujourd'hui, vous, les conseillers CAE, ils sont assez formés, ils ont assez de connaissances pour pouvoir répondre à toutes les questions du client sur sa session, ou il fait appel à un expert? Non, je pense ils disent, on a un type qui est pas mauvais chez nous. D'accord, ok. Et l'objectif, c'est que j'ai développé avec la plupart des CAE une relation de confiance qui font que s'il y a ce type de problème, ils sont contents. Et puis, ils sont aussi très contents, par exemple, sur l'affaire qu'on a fait l'année dernière, de ramasser 600 000 euros de commission gratos, parce qu'ils n'ont rien fait sur le dossier, mais c'était chez eux, donc voilà. Et tant mieux, hein, c'est pas le sujet. Oui. Et puis, de prêter 20 millions à l'acquéreur pour acheter. D'accord. Hein, donc là, il y a des produits, si vous voulez, et de gérer les fonds derrière de la personne qui vend. Parce que globalement, notre vue, c'est une vision globale, c'est-à-dire, 1, c'est prêter à l'acquéreur, 2, c'est faire la com, et 3, c'est surtout récupérer les fonds. Parce qu'une fois que vous avez les fonds, quand ça vous rapporte 1% par an, et que vous n'avez pas de problème de liquidité, c'est plutôt pas mal, quoi. D'accord. Et du coup, quand vous récupérez les fonds, c'est le conseiller du CAE qui fait la proposition de placement, ou faites appel à un banquier privé ou un CGP? Non, alors là, après... Si le sujet est très sensible pour des raisons de confidentialité, je dis à Christophe Christophe Griffard. D'accord. Et bon, théoriquement, c'est le centre de gestion. Enfin, donc, c'est soit Grebet, soit les équipes de Samy Larivière, soit celles je me souviens plus de son nom, mais je vois qui vous. Oui, de Le Maire à Beauvais. D'accord. De ça, quoi. D'accord, ouais, donc vous faites appel quand même au banquier privé. Ah oui, moi c'est plus mes affaires. Après, donc on les prévient qu'il y a ce genre de choses. Et puis parfois, c'est peut être très très sensible, donc on fait plutôt appel à la filiale du groupe spécialisé qui est Indosuez. D'accord, ok, Indosuez directement. Indosuez. Mais ça, c'est pas moi qui fais l'arbitrage. Hein. D'accord, oui, vous mettez juste en relation et puis après. Non, moi je demande à Christophe ce qu'il faut faire parce que globalement, si vous avez, si systématiquement, quand les gens vous apportent un dossier, ça part chez les copains d'Indosuez, ils vous apporteront plus rien. C'est clair. Donc moi je dis on a une très très bonne gestion ici. De toute façon la différence entre nous et Indosuez, c'est l'épaisseur de la moquette, hein, parce que vous allez être reçu rue du Docteur Machin, à côté du boulevard Haussmann, avec des très jolis bâtiments, une très belle moquette, etc. Mais ils vont vous fourguer les mêmes 6 caves que chez nous. Ouais. Donc il vaut mieux être très très important à Beauvais qu'être perdu au milieu de Madame Bettencourt et de la famille Fournier. Voilà. Bon, c'est à vous de voir. Après, il y a des gens qui se font des tas de cinéma sur la confidentialité, le machin, etc. Voilà. Dans les faits, il n'y a pas ce type de problème non plus chez nous, je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est vrai qu'après, en plus, nous, notre territoire, les gens n'habitent pas spécialement à Paris, donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de vouloir être géré par Indosuez à Paris plutôt que... Alors, pour des raisons de confidentialité, parfois. Ouais, d'accord. D'accord, ok, très bien. Et du coup, vous rencontrez des limites parfois dans les sessions, c'est-à-dire, par exemple, les clients vous disent, écoutez, finalement, je veux pas passer avec vous pour cette raison ou... J'ai rencontré
rencontré une fois parce que il y avait deux associés, donc on a été très très bien reçus, ça a été super, on a eu un très bon rapport, mais ils avaient travaillé avec quelqu'un qui était une boutique spécialisée dans les boîtes informatiques, ils ont pensé que ça serait mieux pour eux. Peut-être qu'ils ont raison, d'ailleurs, j'en sais rien. D'accord, ouais, donc parfois... Moi j'avais listé un certain nombre d'acquéreurs, etc. En termes de valo, ils avaient vu plein de gens, donc ils m'ont dit mais vous êtes pile poil au milieu des gens, mais on pense que et d'ailleurs, ils avaient fait un très joli mail à Griffard en disant Alès a fait une super présentation, c'est génial, mais on était déjà plus ou moins engagés ailleurs. Bon, bref, ils ont été très sympas. D'accord. On avait fait un très gros boulot et qui était un boulot de pitch, mais qui était une fois de plus. Alors là, on était arrivé trop tard. D'accord. Moi, je suis sûr que j'aurais eu le mandat si j'avais parlé le premier, quoi. D'accord. Et si vous étiez arrivé mais globalement, il y a une merde entre un CAE qui a dit ah ouais, mais c'est peut-être de Lille. Le mec de Lille a passé ça la personne de Lille 2, parce que la personne avait deux comptes, un chez nous, à Senlis, et l'autre à Lille, auprès d'Indosuez. Évidemment, Indosuez, d'abord a fait intervenir Idia, donc bon, ça j'ai pas aimé, parce que bon, voilà. Et puis deuxièmement, ils ont... et puis c'est finalement quelqu'un d'autre qui a pris le mandat, donc j'espère qu'ils vont céder pour eux, parce que bon, j'espère que la prestation qu'on a faite leur permettra d'avoir confiance pour gérer leurs capitaux chez nous, quoi. D'accord, ouais, je comprends. Il y a un problème de synergie peut-être entre les services. Non, c'est pas vraiment un problème de synergie, problème un peu de... le type savait pas quelle était la valeur de la boîte, donc ils ont dit il faut peut-être plus voir avec... c'était un peu merdique comme communication. Bon, voilà. Mais l'idée, c'est aussi moi j'ai l'âge que j'ai et les cheveux blancs que j'ai, et plutôt une barbe blanche d'ailleurs que des cheveux blancs. Enfin, j'ai aussi quelques cheveux blancs, enfin peu importe. Mais globalement, ça fait 30 ans que je fais ce métier, je sais de quoi je parle. Je dis aux gens, je leur vends pas du vent, je dis on va passer des moments très désagréables ensemble, c'est une période qui est difficile, il faut vous y préparer, etc. Je leur vends pas les bisounours, quoi. D'accord, ouais, c'est un discours qui est crédible et qui passe, quoi. Ouais, qui rassure plutôt que de dire tout de suite. Qui rassure en disant si je suis devant vous, c'est que j'ai les bons diplômes, j'ai les bons track records, etc. En revanche, il faut que j'ai une gueule qui vous revienne, parce qu'on va devoir se dire des choses désagréables à un moment. Il faut que bon, voilà. Donc c'est un vrai discours. Enfin, en tout cas, moi, je base ma relation commerciale sur vraiment, parce que je peux pas me permettre de raconter des cracks, pour la bonne raison parce que c'est vrai qu'un dossier, quel qu'il soit à taille, c'est un moment un peu compliqué pour un chef d'entreprise qui a fondé sa boîte, qui croit que sa boîte est très très lisible, parce qu'il la connaît tellement par cœur que c'est aussi clair que d'aller chercher du pain pour vous et moi à la boulangerie du coin. Quand on arrive de l'extérieur, c'est pas si simple. C'est un petit peu plus compliqué. Donc on va lui poser des tas de questions, il y a toute une procédure, donc il faut vraiment dérouler aux gens le process, dire voilà ce qui va se passer à tel moment, etc. Leur écrire, dire vous y réfléchissiez, je veux voir vos avocats, je veux voir votre notaire je souhaiterais plutôt, il y a des aspects patrimoniaux, il faut que tout ça soit intégré, et donc il faut avoir un discours très global par rapport à la clientèle, parce que nous, ce qu'on espère, c'est récupérer les capitaux derrière en gestion, donc ça c'est un point très important, et deuxièmement, c'est prêter le fric, comme je vous le disais, donc avoir, je dirais, fait effectuer la totalité des prestations possibles bancaires sur une transaction, et que je dirais que la commission, c'est la cerise sur le gâteau. Ça permet de vendre le gâteau, mais ça vous nourrit pas. Tandis que quand vous avez des flux très longs, ça vous nourrit. Et donc, il faut avoir ce discours. Et si je leur dis c'est les bisounours, c'est que 6 mois, ou 2 mois ou 3 mois après, ça tombe, c'est dans le bain de sang. Ça risque d'être un peu compliqué au niveau de la relation de confiance, c'est clair. Ouais, surtout pour les autres, quoi. Donc, moi, je m'en fous parce que j'aurai un autre dossier derrière. Mais globalement, si un mec qui vend sa boîte 40 millions place pas le fric chez nous parce que le deal aura été vraiment violent, parce que ça peut être aussi assez sanglant, il vaut mieux que les gens soient prévenus à l'avance, quoi. Ouais, c'est clair. Mieux vaut les préparer tout de suite pour éviter d'avoir trop de problèmes derrière. Après, ça se passe toujours mieux qu'on ce qu'on a raconté, mais globalement, il faut pas vendre. C'est une période qui est une période difficile
complexe. De stress. Et donc que les gens prennent de façon plus ou moins facile en fonction de leur tempérament et du recul qu'ils peuvent par rapport à avoir aux choses, si vous voulez. Mais bon. D'accord. Et la boîte que votre famille a depuis 3 générations, que vous avez viré votre fils qui a repris la boîte et que vous êtes revenu c'est un cas que j'ai actuellement, que vous êtes revenu aux commandes et que ça se passe pas très bien, c'est pas tout à fait la même chose qu'un gars qui a fondé sa boîte il y a 10 ans, qui veut la vendre pour tirer sa plus-value. Enfin, si vous voulez, il y a à chaque fois des choses un peu complexes, quoi. Ouais, c'est vraiment du cas par cas et ça c'est vraiment du cas par ouais. cas, et c'est d'autant plus du cas par cas, si vous voulez, que on a un actionnariat qui est qu'un actionnariat de personnes physiques. Quand vous avez une société cotée en bourse, même si vous avez un groupe qui contrôle, c'est tout à fait différent. Les gens ont l'habitude de communiquer, ils voient les banques tous les trimestres, les analystes financiers tous les trimestres. C'est tout à fait autre chose que d'avoir quelqu'un qui va rentrer dans l'intimité de votre boîte, quoi. D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Du coup, écoutez, vous avez répondu à pas mal de mes questions. J'ai peut-être une petite dernière question. Du coup, les conseillers, en fait, aujourd'hui, le problème que je rencontre dans tous ceux que j'interroge, c'est que les conseillers aujourd'hui n'abordent même pas le sujet de la cession, ou quand les clients l'abordent avec eux, ils disent allez voir votre expert comptable, etc. Est-ce que selon vous, ça peut être intéressant de mettre en place, par exemple, un expert comme Imoneuf, vous savez, pour la vente de neuf, qui se balade d'agence en agence pour aller accompagner les conseillers pendant ce type de rendez-vous pour répondre aux questions des clients? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être viable. Il faudrait voir quel est le besoin que les conseillers ont. Moi, je sais pas ça. Ce que je veux, j'en sais rien, mais il faut pas que cette personne soit rémunérée. Il faudrait que ça soit un ingénieur patrimonial, si vous voulez, ouais. un peu costaud, qui puisse répondre, mais pas quelqu'un. C'est compliqué comme métier parce que vous allez avoir si vous allez voir des gens comme ça, il faut que ce soit un aiguilleur en fait. Oui. Soit il dit écoutez, voilà, il faut plutôt en parler à votre expert comptable, soit mais c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui a un discours crédible par rapport à ce niveau de clientèle, alors que la personne ne va pas exécuter le deal derrière. Parce que ça va être une relation one shot, en gros il va venir et puis ça va être une relation one shot et ça risque d'être un peu compliqué. Mon sujet, je pense qu'il faut plutôt bien former les gens, et que moi je dis toujours quand je fais mes présentations, alors j'en fais plus maintenant parce que je pense que la banque d'affaires est un petit peu connue, mais globalement quand je fais mes présentations, je dis la chose la plus importante que vous avez à retenir, c'est mon téléphone. Bon, alors moi j'ai mon l'âge que j'ai, je brasse beaucoup de vent compte tenu du volume que j'occupe, mais non, mais c'est-à-dire que les gens qui ont 25 ans, ils osent pas s'adresser à un vieux bonhomme. Donc je dis, c'est pour ça que j'ai aussi embauché des jeunes qui sont beaucoup plus cool et dynamiques, et je vois qu'il y a un flux d'informations important qui passe par Alcaraz ou qui va passer aussi par Pierre Adrien ou par maintenant Thomas, parce que ils sont beaucoup plus cool, ils affirment moins les choses que je ne peux être amené à le faire. Voilà, donc c'est plus facile. Donc là, je pense qu'effectivement il y a peut-être un travail c'est une très bonne suggestion. Il faut qu'on refasse le tour des DS avec Mathias et Thomas, pour qu'ils aillent présenter un peu leurs activités, quoi. D'accord. Ils sont jeunes, sympas. Oui, c'est parce que dès que vous dites banque d'affaires, enfin, je m'en suis aperçu. Moi, j'ai toujours vécu dans ce monde-là, mais globalement, quand vous dites banque d'affaires tout de suite la banque d'affaires, on imagine qu'on est les pieds sur le bureau, en train de fumer des gros cigares et passer des coups de téléphone à la terre entière au Japon ou je sais pas où. Non, on est en train de palucher les contrats et de regarder les courbes de trésorerie, etc. Enfin, on a un travail très où vous regardez des fiches de présentation de boîtes, ou enfin des choses très terre à terre. D'accord, très concrètes. Donc les gens ne réalisent pas vraiment ce que c'est que la banque d'affaires. Pour eux, c'est quand même un travail de bénédictin et qui est un travail de process. Donc il y a 20 ou 30 étapes on peut les multiplier à l'envie, mais quand on prête un dossier, donc il faut se dire bon voilà, j'ai fait signer la lettre de confidentialité, maintenant on va passer à
On va envoyer l'infomémo, comment est-ce qu'elle rédige, c'est bien comprendre ce que fait la boîte, etc., etc. Enfin, c'est vraiment des process, quoi. D'accord, très bien. Et puis, les gens aussi pensent qu'on peut, par exemple, vendre la boîte à n'importe qui. Non, on va soumettre une liste d'acheteurs potentiels à notre vendeur. Il va nous dire oui, il va nous dire non. C'est pas, on n'est pas les cow-boys de la pompa. Ouais, c'est pas vous qui décidez. Voilà, vous allez non, vendre à lui. On a des suggestions, on peut les défendre, etc. Mais c'est un travail, assez bizarrement assez humble. Alors évidemment, comme tous les gens ont regardé les films de Wall Street avec des grands méchants, etc., ils imaginent que c'est un truc. Non, c'est un truc un peu de bénédictin avec beaucoup d'échanges, les bénédictins ils changent pas beaucoup forcément, mais globalement il y a quand même un travail très précis. Et qu'alors surtout aussi parfois les méthodes de valorisation ça fait très peur à tout le monde parce que c'est des modèles parfois un peu compliqués. Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. Donc les gens vont dire ah bon Dieu c'est très bon. Alors il faut aussi donner aux gens des clés pour valoriser une boîte. Et les clés pour valoriser une boîte, c'est chez nous ici, c'est pas un cours qu'on fait à HEC, c'est-à-dire vous êtes banquier, vous prêtez combien à la boîte? Bon, vous prêtez 3, la boîte elle peut valoir 6, parce qu'on dit il y a 3 de dette pour 1 euro de dette pour 1 euro de fonds propres. Donc si vous dites pour une boîte qui fait 3, qui fait un d'EBITDA, à qui vous pourriez prêter 3 et donc qui vaut 6, vous dites pas une connerie. Ouais. Déjà, les trucs comme ça, aussi cons que ça, mais globalement, c'est extrêmement important de donner aux gens aussi des clés pour aborder ce type de problématique. Parce que si on leur fait des schémas, ou d'abord très complexes, ou des valorisations qui impliquent des actualisations de flux futurs avec des modèles mathématiques derrière, d'abord les gens n'osent jamais dire qu'ils n'ont pas compris, et parce qu'ils passent pour des cons, et ce qui n'est pas le cas, mais globalement il faut un certain degré de maturité pour dire ah bah non, moi je comprends absolument pas votre modèle, etc., etc. Enfin bon voilà. D'accord. Il faut donner des clés très simples pour valoriser les boîtes. En général, pourquoi est-ce qu'on fait moi j'ai commencé en 86 ce métier, donc d'accord. Et on faisait pas des modèles comme ça, ce qui a changé complètement la façon de faire ce métier-là. C'est dans les années 90 quand on sont arrivés les premiers PC et qu'on a pu commencer avec Excel et qu'on a pu commencer à faire des modèles. Et pour tout ça, ces modèles arrivent à peu près au même résultat auquel on arrivait avant, sauf que on modélise. Alors si la Pologne vend tant de pantalons, je pense à un dossier que j'ai fait il y a quelques années qui était Célio, etc. Bon alors donc on a un modèle qui fait que voilà, c'est distribué. Bon, donc là la boîte vaut tant, si telle chose réalise vaut tant, si, bref, on peut faire des modèles assez complexes en termes de business plan, mais qui sont en fait c'est jamais que des additions, des soustractions. Mais c'est vrai que quand vous voyez les tableaux de chiffres, les machins, ça fait un peu peur. Ça peut faire un peu peur pour un non-expert, c'est clair. Ouais. Du coup, écoutez, dernière question, parce qu'en fait, à la fin de ma thèse, je dois faire des préconisations. En gros, dire ce que selon moi, la banque devrait faire pour mieux accompagner ses clients. Donc moi, en gros, j'avais mis la formation des conseillers. Je pense que vous avez tout dit. Ouais, l'utilisation d'Iris et... éventuellement, éventuel des risques, mais surtout formation. Formation, c'est le plus important pour vous, du coup. Ouais, je pense que c'est vraiment le point essentiel. Et c'est vrai que là, l'équipe a un peu changé en 1 an et demi, parce que j'ai commencé tout seul dans mon grenier là-haut. D'accord. Et donc, maintenant on est 5, 4 et demi, puisqu'on travaille beaucoup avec Orange Ancien. D'accord. Mais voilà, vous êtes où, vous, en fait? Moi, je suis chargé patrimonial à DS de Brie-Sénard. D'accord, ok. Je me demandais, Franjol Thomas, il était à gestion conseillère avant, non? Oui, on l'a récupéré de Thomas, ouais. D'accord, c'est ce que je me suis dit, parce que là, comme sur votre fiche, là, je vois Mathias, Thomas et Adrien. Donc, ouais. D'accord. Très très bonne. Oui, je vais piocher pour mes recrutements dans le vivier, dans les meilleurs. Dans le vivier, parce que c'est des gens jeunes. Et puis qui sont pas trop banquiers surtout. D'accord, ouais, qui ont encore l'envie d'apprendre, etc. Donc, non, mais les banquiers peuvent avoir envie d'apprendre, c'est pas la question, mais voilà, c'est notamment fusion-acquisition, c'est quand même, il faut prendre des gens jeunes, quoi. On peut faire sortir des
fusion-acquisition pour faire autre chose, Ouais. mais j'ai jamais vu de cas de gens qui ont fait autre chose et qui font des fusions-acquisitions, sauf si on est Macron et qu'on arrive avec un carnet d'adresses béton. Mais c'est pas lui qui faisait les modèles, hein. Il avait 50 petites mains de chez Rothschild qui faisaient les modèles. Hein. Non, mais c'est clair. Et puis moi, comme je vous ai dit, j'ai un ami qui fait de la fusion-acquisition à Londres. Et lui, bon, déjà, c'est des très grosses journées, mais il me dit que des gens de plus de 50 ans dans son entreprise, il y en a presque plus, quoi. Généralement, ils sont tous à la retraite à ce stade. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont, à l'époque, ils ont gagné beaucoup de fric, hein, et donc ils peuvent partir. Ils font d'autres choses, mais globalement, c'est un métier qui demande effectivement une très forte mobilisation. Ouais, Donc, si on demande beaucoup de mobilisation, faut payer très fort les gens, et la caisse, c'est pas du tout dans ce type de schéma-là, quoi. C'est ça, parce que lui, généralement, ses journées, ça va être 10h, 1h du matin, et encore 1h du matin, c'est les petites journées. Donc, oui, enfin, pour 1h, c'est pas tous les jours 1h du matin, mais très souvent, par exemple, c'est peut-être les week-ends. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, en fait, lui, par exemple, il peut travailler le vendredi, son chef, il vient le voir à 20h, il lui dit, bah, tu travailles tout le week-end. Et lui dit, oui, je veux un truc pour lundi, ouais. C'est ça, et puis là, il est obligé de travailler quoi qu'il arrive. Mais il est payé 200 000 livres par an. Il est, exactement. Là, il a eu un bonus de 90 000 livres, donc pas mal. Bon, là, par contre, le bonus de l'année prochaine, il devrait avoir 0, mais malheureusement, c'est la conjoncture qui veut ça. Ouais, oui, c'est ça. Mais bon, s'il est bon, il aura quand même un bonus parce qu'ils ne voudront pas le laisser partir. C'est ça. Non, mais en fait, il était à Nomura avant et il est passé à Evergreen Evercore, je crois, c'est ça le nom de sa nouvelle. D'accord, oui. Mais non, mais ça va, il est plutôt bien. Très bien. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour moi, monsieur Alès. Je vous en prie. N'hésitez pas à revenir me voir ou enfin m'appeler pour ou passer, hein, si vous voulez passer, il n'y a pas de sujet. C'est aussi facile quand on se parle. Puis si vous voulez parler aux gens de l'équipe, il n'y a pas de sujet non plus. D'accord, bah écoutez, j'hésiterai pas. Si jamais, je vous recontacterai. Merci beaucoup. Impeccable. Merci beaucoup en tout cas, et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir.